D'accord. Très bien. Bonsoir à tous. Bienvenue. Elon, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un grand privilège. Ravi de vous accueillir. Bien, je vais poser des questions, puis on ouvrira le débat. Allons droit au but. Bill Gates a dit que vous avez le plus fait avancer la science. C'est gentil de sa part. Oui, c'est flatteur. Surtout venant de Gates. Mais pour l'IA, depuis 10 ans, vous faites presque l'inverse, disant qu'il faut réfléchir à nos actions et à la sécurité et à comment la garantir. Qu'on ne devrait pas aller si vite ni si fort. Vous le dites depuis 10 ans. Qu'est-ce qui vous a fait penser ainsi? Pourquoi s'inquiéter? Ouais, j'ai été une sorte de Cassandre pendant un moment. Les gens me disaient qu'on devrait s'inquiéter de l'IA. Ils répondaient, « De quoi tu parles? Je n'ai jamais vraiment eu d'expérience avec l'IA. Mais étant plongé dans la tech depuis longtemps, je voyais ça venir. » Je pense que cette année, il y a eu plusieurs percées. Le fait qu'on puisse voir une vidéo dynamique de soi, c'est déjà fou de vous voir dire n'importe quoi en temps réel, ou moi. Il y a ces vidéos deepfake qui sont vraiment incroyablement bonnes, parfois même plus convaincantes que les vraies, et le Deep Real. Et puis, évidemment, des trucs comme ChatGPT étaient assez remarquables. J'ai vu GPT 1, 2, 3, 4, toute l'évolution qui a mené à ça. Donc, c'était facile pour moi de voir où ça allait. Si on extrapole les pointes d'une courbe, en supposant que la tendance continue, on aura une IA profonde dépassant clairement l'intelligence humaine. Je suis ravi de voir qu'on prend enfin la sécurité au sérieux. Et merci d'organiser cette conférence sur la sécurité de l'IA. Je pense que ça restera dans l'histoire comme un moment crucial. C'est vraiment profond, à mon avis. Je crois que l'IA aura probablement un effet positif, créant un futur d'abondance, sans pénurie de biens et services. Mais c'est comme le problème du génie magique. Avoir tous ses vœux exaucés finit rarement bien. Attention à ce qu'on souhaite, même pour les souhaits. Ouais. Vous avez parlé du sommet. Merci d'y participer. C'était super. Et les gens ont apprécié votre participation à ce dialogue. Aujourd'hui, lors des réunions, on a convenu que les gouvernements devraient tester la sécurité des modèles avant leur lancement. Je crois que vous en avez un peu parlé. On y a travaillé dur, car mon rôle au gouvernement est de dire « Attention, il y a un risque potentiel ici, pas certain, mais potentiel, de quelque chose qui pourrait être néfaste. Mon travail est de protéger le pays. On ne peut le faire qu'en développant nos capacités à l'Institut de sécurité pour tester les modèles avant leur sortie. Ravi que ça se soit produit aujourd'hui. Mais quel est votre avis sur ce qu'on devrait faire? Vous avez évoqué le risque potentiel, on ne sait pas, mais que devraient faire les gouvernements pour gérer ces risques? Eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'il est bon que l'État joue un rôle quand la sécurité publique est en jeu. Donc, pour la plupart des logiciels, la sécurité publique n'est pas vraiment menacée. Si une appli plante sur votre téléphone ou ordi, ce n'est pas une catastrophe. Mais quand on parle de superintelligence numérique qui pose un risque public, l'État doit intervenir pour protéger les intérêts de tous. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, bien sûr. L'aviation, l'automobile. Je traite avec des régulateurs partout car Starlink concerne les communications, les fusées, l'aérospatiale et les voitures, le transport. Je connais bien les régulateurs et je suis d'accord avec la grande majorité des réglementations. Il y en a quelques-unes avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais probablement 0,1% ou moins de 1% des réglementations. Il y a une inquiétude chez ceux de la Silicon Valley qui n'ont jamais traité avec des régulateurs pensant que ça va étouffer l'innovation et les ralentir. Et c'est vrai, ce sera embêtant. Ils n'ont pas tort là-dessus. Mais on a appris au fil du temps qu'avoir un arbitre est bénéfique.
Dans tout sport, il y a toujours un arbitre. Personne ne suggère un match sans arbitre. Je pense que c'est ainsi qu'il faut voir le rôle du gouvernement. Un arbitre pour assurer un fair play et veiller à la sécurité publique, que nous prenions soin de la sécurité publique. Car il y a parfois trop d'optimisme envers la technologie. Je le dis en tant que technologue, je devrais savoir. Globalement, l'IA sera probablement une force positive. Mais le risque qu'elle dérape n'est pas nul. On doit donc atténuer les risques potentiels. Et puis, comment vous parlez d'arbitre, c'est ce qu'on essaie de... Demis est juste là. Eh bien, nous y voilà. Vous savez, on en a parlé, Demis et moi, il y a longtemps. On est littéralement face à lui. Et Demis, à son crédit et celui de l'industrie, nous l'a dit. Demis a dit qu'il ne devrait pas s'auto-évaluer. Il faut quelqu'un d'indépendant. C'est pourquoi on a créé le Safety Institute ici. Les gouvernements peuvent-ils développer cette expertise? Il faut dire, attendez, Demis, Sam et les autres ont des experts. Les gouvernements doivent vite renforcer leurs capacités. Les gouvernements peuvent-ils suivre le rythme technologique? Que faire pour s'assurer qu'on y arrive assez vite? Non, je pense que c'est un excellent point. L'IA avance plus vite que toute technologie que j'ai vue. Sa capacité semble être multipliée par 5 voire 10 par an. Elle va certainement croître d'un ordre de grandeur l'an prochain. Et le gouvernement n'a pas l'habitude d'aller si vite. Mais même sans règles strictes ou moyens d'application, juste avoir un aperçu et signaler les problèmes au public sera très efficace. Donc même si c'est tout ce qu'on accomplit, ce sera déjà très bien. D'accord. Eh bien, j'espère qu'on pourra faire mieux que ça. Espérons-le, oui. Non, mais c'est vraiment rapide. On en parlait tout à l'heure. C'était frappant. Vous avez passé votre vie dans la tech, vivant la loi de Moore. Ce qui était intéressant ces derniers jours en parlant à tous ceux qui développent NOSA, et je pense que vous êtes d'accord, c'est que le rythme des progrès ici est sans précédent dans vos carrières technologiques. C'est juste, car on a ces effets cumulatifs du matériel, des données et du personnel. Ouais. Les deux principaux centres de développement IA sont actuellement la région de San Francisco et celle de Londres. Il y a d'autres endroits, mais ce sont les deux zones principales. Si les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine s'alignent sur la sécurité, ce sera positif. C'est là que se trouve généralement le leadership. C'est intéressant, vous avez mentionné la Chine. J'ai donc décidé d'inviter la Chine à un sommet ces derniers jours. Très bien. Ce n'était pas une décision facile. Beaucoup m'ont critiqué pour ça. Pour moi, une vraie discussion sérieuse nécessite certaines choses. Mais quel est votre avis? Vous faites des affaires partout dans le monde. Vous venez d'en parler. Devrions-nous dialoguer avec eux? Peut-on leur faire confiance? Est-ce la bonne décision? Sans la Chine, la sécurité de l'IA est un peu vaine. La plus grande objection à la régulation de l'IA est que la Chine ne suivra pas et prendra donc l'avantage. Nous dépassons tous. Mais en fait, la Chine veut participer à la sécurité de l'IA. Merci de les avoir invités. Je pense qu'on devrait remercier la Chine d'être là. En Chine, j'ai surtout parlé de sécurité de l'IA aux dirigeants. Ils l'ont pris au sérieux. Vous aussi, c'est super. Leur présence ici était vraiment essentielle. S'ils ne participent pas, c'est inutile, c'est sans intérêt. Ouais. Non, et on était contents, je pense. Hier, ils ont participé aux discussions et ont fini par signer le même communiqué que les autres. C'est super. C'est un bon début, non? Et comme je l'ai dit, il faut que tous abordent ça pareil pour avoir une vraie chance de le résoudre. Vous parliez d'innovation et de régulation gênante. On a eu un bon débat sur l'open source aujourd'hui. Vous êtes pour la transparence des algorithmes et rendre public certains algorithmes X, je crois. On en parlait, vous y avez fait allusion.
il craint l'usage de modèles open source par des acteurs malveillants. Certains disent que c'est crucial pour l'innovation distribuée. Écoutez, c'est délicat. Il n'y a sûrement pas de solution parfaite, c'est un équilibre fragile. Quelle est votre opinion sur l'approche à adopter pour cette question d'open source? Où devrions-nous cibler la réglementation ou le contrôle que nous allons mettre en place? Les algorithmes et données open source ont souvent 6 à 12 mois de retard sur ceux propriétaires, mais vu le rythme d'amélioration, il y a en fait une grande différence entre le propriétaire et l'open source. Si l'amélioration est d'un facteur 5, être en retard d'1 an signifie être 5 fois moins performant. C'est donc un écart considérable. Cette situation pourrait être acceptable pour l'instant, mais on arrivera au point où l'IA open source approchera ou dépassera l'intelligence humaine. Je ne sais pas vraiment comment gérer ça. Je pense que c'est un peu inévitable qu'il y ait de l'open source et j'aurais tendance à être légèrement en faveur de l'open source, car au moins on voit ce qui se passe. Alors que le code fermé, on ne sait pas ce qui se passe. Mais avec l'IA, même en open source, sait-on vraiment ce qui se passe? Avec des données gigantesques et des milliards de paramètres, impossible de tout lire? C'est un énorme fichier de chiffres incompréhensibles. On peut le tester en l'exécutant. On peut lancer plein de tests pour voir ce qu'il va faire. Mais c'est probabiliste, pas déterministe. Pas comme le code classique où la logique est claire et le résultat prévisible. Un réseau de neurones, c'est juste plein de probabilités. Ça finit par être un gros fichier de valeurs séparé par des virgules. Notre Dieu numérique serait un fichier CSV, en fait. Vraiment? Bon. Mais c'est un peu ça, en fait. Ce point que vous venez de faire, on en parle beaucoup, car les développeurs soulignent souvent la même chose. Ce n'est pas comme un logiciel classique où les améliorations sont prévisibles. Avec l'évolution des modèles, on ne sait pas vraiment ce qui en sortira. Je pense que Demis serait d'accord, c'est pourquoi il y a cette idée qu'on doit intervenir pendant l'entraînement, avant la sortie des modèles, pour comprendre les nouvelles capacités de chaque itération, ce qui semble être un point sur lequel vous seriez d'accord. Je voulais changer un peu de sujet. Vous parlez beaucoup de conscience et d'action humaine, ce qui peut surprendre vu votre réputation d'innovateur tech. C'est touchant de vous entendre parler de ça, de l'importance de garder le contrôle sur la technologie et de préserver la conscience humaine. Ça rejoint justement ce que j'allais demander. Quand je fais des interviews ou parle d'IA aux gens dans ce métier, ce qui revient le plus, c'est pas tant ce dont on a parlé, mais les emplois. Que signifie l'IA pour mon travail? Est-ce que ça veut dire que je n'aurai pas d'emploi ou que mes enfants n'en auront pas? Ma réponse en tant que décideur, en tant que leader, c'est que l'IA crée déjà des emplois. On le voit dans les entreprises qui se lancent. De plus, elle est utilisée plus comme un copilote que pour remplacer la personne. L'humain garde le contrôle, mais l'IA l'aide à mieux faire son travail, ce qui est positif. Comme on l'a vu avec les révolutions technologiques passées, le marché du travail change, ainsi que le nombre d'emplois. Je citais une étude du MIT faite il y a quelques années. Environ 60% des emplois d'alors n'existaient pas 40 ans avant. C'est dur à prédire. Mon rôle est de créer un système éducatif exceptionnel, que ce soit à l'école ou pour la formation continue, car avec une population qualifiée, on devrait s'adapter au changement et bien vivre. C'est toujours préoccupant. Votre avis sur l'IA, son impact sur l'emploi et comment les gens devraient le percevoir? Je pense qu'on voit la force la plus perturbatrice de l'histoire. On aura pour la première fois quelque chose de plus intelligent que l'homme. Difficile de dire quand, mais un jour, aucun emploi ne sera nécessaire. On pourra travailler par plaisir, mais l'IA sera capable de tout faire. Je ne sais pas si ça met les gens à l'aise ou mal à l'aise.
C'est pour ça que je dis, si on avait un génie magique qui exauce tous nos vœux sans limite, on n'aurait pas ces 3 vœux limités, mais plein de souhaits. C'est à la fois bien et pas bien. Un des défis futurs sera de savoir comment trouver un sens à la vie. Si on a un génie qui peut tout faire, je pense que ce sera difficile. Quand une nouvelle techno arrive, ça suit une courbe en S. Là, on sera longtemps sur la partie exponentielle. On pourra tout demander et on n'aura pas de revenu universel de base. On aura un revenu universel élevé. Ça sera un égalisateur, car je pense que tout le monde aura accès à ce génie magique. Il posera toute question, sera bon pour l'éducation, vous serez le meilleur tuteur possible et le plus patient. Donc, il n'y aura pas de pénurie de biens et services. Ce sera une ère d'abondance. Je pense que je recommanderais aux gens de lire Ian Banks. Les livres de la culture de Banks sont probablement les meilleurs en matière de vision. En fait, ce sont de loin les meilleures visions d'un futur avec l'IA, rien ne s'en approche. Donc je les recommande vraiment. Merci, je suis un grand fan. Ces livres sont toujours bons, pas un en particulier, tous. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'est, je suppose, un futur assez utopique ou protopique. Un avenir avec l'IA. Ce qui est bien. Comme vous dites, un revenu élevé universel, c'est agréable et bon pour l'abondance matérielle. En fait, cela nous amène à la question que vous avez posée, non? Je crois que le travail donne un sens. J'écris beaucoup là-dessus. Vous savez, je pense que le travail est bon. Ça donne un but. Si on en enlève une grande partie, qu'est-ce que ça signifie? Et où trouve-t-on ça? Ouais. D'où vient cette motivation, ce but? Vous en parlez? Vous bossez beaucoup? Je disais plutôt que je dois suspendre mon incrédulité, car je mets tellement d'énergie dans un projet jusqu'à 3 heures du matin. Et je me dis, pourquoi je fais ça? Je devrais juste attendre que l'IA le fasse. Je me fouette sans raison. Quoi? On appelle Dennis, on lui dit de se dépêcher et hop, en vacances. Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment délicat, car notre boulot, c'est de naviguer vers ce futur positif que vous décrivez. C'est comme si les gens traversaient ça entre maintenant et plus tard, car ces choses changent beaucoup le marché du travail, comme on l'a vu. Oui, je pense que c'est plutôt une bonne chose, car il y a beaucoup de boulot inconfortable, dangereux ou ennuyeux que l'ordinateur peut faire sans problème. Il serait ravi de le faire toute la journée. C'est sympa de cuisiner, mais faire la vaisselle, c'est pas top. L'ordi est content de faire la vaisselle. On a toujours des sports où les humains s'affrontent, comme au JO. Une machine peut aller plus vite, mais on aime voir les humains courir entre eux. Vous savez, ces compétitions sportives, où même si les machines sont meilleures, on cherche toujours le meilleur humain et les gens y trouvent leur épanouissement. C'est un bon exemple de comment, même quand les machines nous surpassent, on trouve toujours un moyen, on aime toujours rivaliser entre humains pour voir qui est le meilleur. Oui, c'est une bonne analogie. On a beaucoup parlé de la gestion des risques. Avant de conclure sur l'IA, parlons un peu des opportunités. Vous êtes impliqué dans diverses entreprises, dont une qui fait des choses passionnantes. Vous avez évoqué ce qui m'enthousiasme le plus, l'éducation. Beaucoup ont vu la vidéo TED de Sal Khan cette année sur l'idée d'un tuteur personnel. Un tuteur personnel incroyable. Un tuteur personnel incroyable. On sait que l'apprentissage avec un tuteur personnel est bien supérieur à celui en classe. Donc, si chaque enfant avait un tuteur personnel qui évolue avec lui, ce serait extraordinaire. Pour moi, je pense que c'est désormais à notre portée. Et c'est l'un des avantages
avantages qui m'enthousiasment le plus. Parmi les possibilités que vous envisagez, qu'est-ce qui vous passionne particulièrement? Je pense que les tuteurs IA seront vraiment incroyables. Peut-être le sont-ils déjà. Il y a aussi la compagnie, ce qui peut sembler étrange pour un ordinateur. Mais une IA qui se souvient de tout et a tout lu pourrait vraiment vous connaître. Elle vous connaîtrait mieux que quiconque, peut-être même mieux que vous-même. Et en lui parlant chaque jour, ces échanges s'enrichissent, créant un véritable ami. Tant que cet ami reste votre ami et n'est pas désactivé ou autre. Ne désactivez pas, mon ami. Mais je pense que ça deviendra une réalité. Un de mes fils a des difficultés d'apprentissage et à se faire des amis. Je pense qu'un ami IA serait donc génial pour lui. C'était une réponse surprenante. Ça mérite vraiment qu'on y réfléchisse. C'est vraiment intéressant. On le voit déjà en psychothérapie, plus numérique et par téléphone. Et ça fait une énorme différence. On peut imaginer l'IA apporter ce bénéfice social aux gens. Une question sur X, puis on ouvre à tous. Vous avez fait un changement, enfin plusieurs. Oui, pas mal. Vous allez adorer cette lettre. J'ai un vrai truc avec ça. Vous, vraiment. L'un des changements dans notre espace d'action, cet équilibre entre liberté d'expression et modération, est un défi pour nous, politiciens. Vous avez eu votre propre version de ce défi et être passé d'une modération manuelle aux notes communautaires. Je pense que c'était un changement intéressant. Ce n'est pas ce que tout le monde a fait. Quel était le raisonnement derrière ça et pourquoi pensez-vous que c'est une meilleure approche? Le problème, c'est que si on donne le pouvoir de censure, il y aura forcément des biais. Et celui qui nomme les censeurs contrôle effectivement l'information. L'idée des notes communautaires est d'avoir une approche consensuelle de la vérité, pas vraiment de censurer. Comment rendre les choses le moins fausses possible? On peut dire qu'on n'atteint pas la vérité pure, mais on peut viser à être plus honnête. Les notes communautaires n'effacent rien, elles ajoutent simplement du contexte. Ce contexte pourrait être « ceci est faux pour les raisons suivantes ». Mais surtout, avec les notes communautaires, tout est open source en fait. On peut voir le code, chaque ligne et toutes les données d'une note communautaire. Et on peut créer indépendamment cette note communautaire. Si on voit une manipulation des données, on peut le signaler et suggérer des améliorations. C'est donc une transparence maximale, combinée à la sagesse des foules pour obtenir une meilleure réponse. Un élément clé pour qu'une note soit affichée, les opposants doivent s'accorder. Et il y a un peu d'utilisation d'IA ici. Cela va créer un espace de paramètres autour de chaque contributeur aux notes communautaires. Donc un espace de paramètres où chacun a des vecteurs qui lui sont associés. Ce n'est pas aussi simple que droite ou gauche. Il s'agit de centaines de vecteurs, car c'est plus complexe que juste droite ou gauche. Ensuite, on fera une sorte de corrélation inverse. On dira, ces gens sont souvent en désaccord, mais ils s'accordent sur cette note. Cela donne donc de la crédibilité à la note. C'est l'essence du système. Et ça marche très bien. Je n'ai jamais vu de note incorrecte rester plus de quelques heures. Le taux de réussite est donc extrêmement élevé. Quand on s'inquiète de la désinformation, je demande un exemple, mais personne n'en trouve. Je pense donc que c'est vraiment efficace. L'objectif de X est d'informer et divertir, être précis et vrai, même si ça déplaît. Les gens n'aiment pas toujours la vérité. Non. Pas toujours. Mais c'est notre but. Rester fidèle à la vérité fera que les gens utiliseront X pour s'informer.
Je crois que la vérité paie. Sans auto-illusion, c'est le choix intelligent, je pense. Excellent, très utile. Ouvrons le débat à nos invités. On a des micros, levez la main, on viendra vous voir. Allez-y. Merci. Bonsoir, Alice Benting d'Entrepreneur First. Merci pour cette discussion fascinante. Une question pour chacun. Premier ministre, le Royaume-Uni a d'excellentes universités. On a le talent. Que faut-il pour faire du Royaume-Uni un vrai terreau d'entreprise licorne? Elon, fonder une boîte au Royaume-Uni n'est pas encore le premier choix des meilleurs talents tech. Quel changement culturel devons-nous apporter pour changer ça? Merci à vous deux. Vous voulez commencer? Allez-y. D'accord. En effet, la culture devrait célébrer la création de nouvelles entreprises. On devrait favoriser l'aide aux petites boîtes, car ce sont elles qui en ont besoin. Les grandes entreprises n'ont pas vraiment besoin de soutien. Donc, c'est comme un dieu, une pousse à nourrir ou un chêne robuste qui demande moins d'attention. Je pense que c'est un changement de mentalité. C'est important. Mais je dois dire que Londres et San Francisco sont vraiment les deux centres mondiaux de l'IA. Donc, ces deux villes s'en sortent très bien sur ce front. Ce sont les deux principaux pôles sur Terre. La Silicon Valley devance Londres, mais Londres est très forte. Je dis ça de manière objective. C'est un fait. Mais vous avez besoin de ça, vous avez besoin de l'infrastructure. Il faut des propriétaires prêts à louer à de nouvelles entreprises. Il faut des avocats et comptables pour soutenir les startups. C'est un changement de mentalité en cours. C'est une bonne chose. Oui, merci pour vos propos sur le Royaume-Uni. On y travaille dur. Beaucoup ici contribuent à en faire un lieu formidable pour les entreprises, dont Alice. Alice dit, « Mon rôle est de gérer tous les aspects pratiques. Je veille à ce que les startups puissent lever des fonds, des aides fiscales aux investissements tardifs. Il faut réformer nos fonds de pension. Le chancelier a des réformes pour débloquer le capital et le déployer en equity de croissance. C'est un travail en cours. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on avance. On fait de bons progrès. Il nous faut des talents. Il nous faut des gens. Donc, un système éducatif qui priorise l'essentiel. Vous voyez, mes réformes insistent sur plus de maths, encore plus de maths, et je pense que c'est crucial, mais aussi d'attirer les meilleurs talents ici. Si on regarde nos entreprises à forte croissance, et c'est sûrement pareil aux États-Unis, plus de la moitié ont un fondateur non britannique. Cela montre qu'on doit être un pays ouvert aux meilleurs talents entrepreneuriaux du monde. Le régime de visa qu'on a mis en place facilite leur venue, et puis il y a ce dont on parlait au début, la réglementation, non? S'assurer d'avoir un système réglementaire qui favorise l'innovation. Bien sûr, on a toujours besoin de garde-fous pour ce qui nous inquiète. Mais on doit créer un espace pour que les gens innovent et fassent les choses différemment. C'est mon boulot. Le plus dur, c'est ce dont Elon parlait, la culture, non? Comment transposer cette culture de la Silicon Valley dans le monde, où les gens osent quitter la sécurité d'un salaire pour innover et accepter l'échec? Vous en parlez souvent. Vous l'évoquiez plus dans le contexte des jeux, non? Il faut être à l'aise avec l'échec et le voir comme une partie du processus. C'est un défi culturel, mais c'est crucial pour créer ce type d'environnement. Oui, un premier échec ne devrait pas être une catastrophe qui met fin à une carrière. Exactement. Ça devrait être vu comme, vous savez, quoi de bon? Je pense qu'on dirait bien essayé et on encourage à réessayer. Exactement. Créer une entreprise est risqué, mais potentiellement plus rentable. Au Royaume-Uni, c'est mieux qu'en Europe continentale. Mais les stock options restent compliquées. Comment ça marche chez vous?
Si quelqu'un risque ses économies, sachant que la plupart des startups échouent, donc on entend parler des startups qui réussissent, mais la plupart des entreprises, surtout les startups, c'est beaucoup de travail suivi d'un échec. C'est le cas pour la majorité des entreprises. C'est donc à haut risque, haute récompense, et la partie haute récompense doit être présente pour que ça vaille le coup. Je pense que c'était une suggestion subtile pour une politique fiscale, Monsieur le chancelier, mais en fait, je peux vous dire que je suis d'accord. Par rapport aux pays européens et surtout aux États-Unis et à la Californie, on a un taux d'imposition sur les plus-values bien plus bas. Pour ceux qui prennent des risques et développent quelque chose, on pense que la récompense doit être au rendez-vous. Donc, c'est un taux d'imposition de 20 % sur les plus-values. Pour les stock options, je ne sais pas si on a quelqu'un d'Index Ventures dans la salle. Index, l'un de nos principaux fonds de capital risque, publie régulièrement un rapport sur la fiscalité des stock options dans divers pays. Quand j'étais chancelier, l'équivalent du ministre des Finances, on était, je crois, plutôt bon, mais 4e ou 5e. J'ai dit qu'il fallait, pour la raison que vous avez mentionnée, être le meilleur endroit pour les innovateurs. On devait monter. Dans la dernière version du rapport, grâce au changement de Jérémy et moi, on était passé, je crois, au 2e rang. J'espère que ça vous rassure, vous et les autres, qu'on reconnaît l'importance de cela. Car quand on travaille dur et prend des risques, on devrait pouvoir en récolter les fruits. Gros risques, grosse récompense. Ouais, je pense qu'on a un système fiscal qui soutient vraiment ça. Ce sont les valeurs auxquelles je crois, et je pense que la plupart d'entre nous ici aussi. Bien, question suivante. J'en ai 7 devant moi, puis je passerai par là. Allez-y, allez-y, Seb. Merci, merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci, merci beaucoup. On a parlé d'idées énormes qui changent le monde. Je m'intéresse surtout à la création de pôles scientifiques et technologiques. Comment ça se traduit dans le quotidien à Austin ou à Nottingham? Comment voyez-vous ça évoluer au jour le jour? Les effets quotidiens de l'IA? Pour info, Elon, Seb dirige notre équivalent de CVS ou Walgreens. Quand j'ai visité, il a des millions de clients par jour. Comment rendre ça pertinent? Je crois que c'était votre question. En quoi c'est pertinent pour cette personne? Laissez-moi répondre d'abord, car je pense que c'est un bon point. Je discutais avec l'équipe de ce qu'on fait, car je me demandais comment l'IA change concrètement la vie des gens. On a ce truc appelé GovUK qui était vraiment innovant quand il a été lancé il y a quelques années. Toutes les infos du gouvernement réunies sur un seul site, GovUK. Que ce soit pour un permis, un passeport ou tout échange avec l'État. C'était centralisé de façon simple et plutôt facile à utiliser. Mieux que la plupart. On va bientôt déployer l'IA sur cette plateforme. C'est un truc utilisé par plusieurs millions de personnes chaque jour, vous voyez? Une grande partie de la population interagit avec GovUK quotidiennement pour ses tâches courantes. Chacun de vos clients fait toutes ces démarches. On va intégrer l'IA pour simplifier énormément tout ce processus. Parce que, vous savez, certains diront, « Je suis ici, j'ai perdu mon passeport et mon vol est dans 5 heures. » Actuellement, ça demanderait, vous savez, plusieurs étapes pour savoir quoi faire. Avec l'IA déployée, on pourrait juste dire ça. Et hop, 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 voilà ce qu'on va faire, étape par étape. Et ça va aider des millions et des millions de gens chaque jour, non? C'est un exemple concret que je peux imaginer de ma position. Utiliser cette technologie pour aider les gens au quotidien, pas juste pour la santé et nos autres projets. Mais je trouve que c'est une démonstration puissante de comment votre client ordinaire voit sa vie quotidienne simplifiée grâce à quelque chose qu'Elon Demas et d'autres ici ont contribué à créer. Oui, exactement. Le plus immédiat, c'est pouvoir poser des questions, comme avoir un ami très intelligent à consulter. Tout à fait. Demander comment faire ou résoudre quelque chose, et il vous répondra. Évidemment, les entreprises vont adopter ça. Je pense qu'on aura un bien meilleur service client, essentiellement. Ce sera probablement le premier changement qu'on remarquera. Et puis, on a parlé de l'éducation. Oui. Avoir un tuteur, si on veut comprendre un sujet, c'est comme avoir un prof exceptionnel. Et c'est déjà presque là. Je veux dire, l'IA doit arrêter d'halluciner avant de pouvoir... Vous savez, on a encore un petit problème où elle donne des réponses fausses avec assurance, avec une grammaire parfaite.
et des points et des citations qui n'étaient pas réels. Donc, on doit s'assurer qu'elle ne donne pas de réponse fausse avec confiance. Mais ça va vite arriver qu'elle soit correcte. Pour les parents qui ont fait l'école à la maison pendant le Covid, ce sera un grand soulagement. Très bien. Bon, passons aux questions par ici. Qui avons-nous? On a des micros. Brent, vous êtes là? Parfait. Bonjour, Brent Erdman. Vous avez parlé avec éloquence de l'abondance et de son ère. Avec l'IA, c'est tout, partout, tout le temps. Mais pour l'ère d'abondance, on aura besoin de nombreux robots. Je sais que vous travaillez aussi sur les robots. Y a-t-il des contraintes à considérer et auxquelles nos politiciens devraient penser? Un pays pourrait prendre du retard sur les robots capables de tout faire, entrer dans l'ère d'abondance et être désavantagé stratégiquement? Tout ce qu'un ordinateur peut actionner est un robot. Les voitures Tesla sont des robots sur roues. Tout objet connecté est un actionneur pour l'IA. Boston Dynamics fait des robots impressionnants depuis longtemps. Je crois qu'ils appartiennent maintenant à Hyundai. Hyundai va sûrement faire des robots humanoïdes et des formes inattendues, comme celui avec des roues qui ressemble à un kangourou sur roues. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est un peu fou, franchement. Il y aura toutes sortes de robots. Il y a Dyson au Royaume-Uni, qui fait des trucs impressionnants. Je pense que le Royaume-Uni ne sera pas en retard là-dessus. Le RU a aussi ARM, peut-être le meilleur en design de puces au monde. Tesla utilise beaucoup la technologie ARM. Presque tout le monde le fait, en fait. Donc je crois que le RU est bien positionné. L'Allemagne fabrique beaucoup de robots industriels. En général, les pays qui fabriquent... Les robots de tout type, même conventionnels, conviendront. Il y a un souci de sécurité, surtout avec les robots humanoïdes, car une voiture ne peut pas vous poursuivre facilement dans un bâtiment ou vous chasser d'un arbre. On peut monter des escaliers en courant pour échapper à une Tesla. Je crois qu'il y a un film de Stephen King sur ça, si votre voiture est possédée. Mais un robot humanoïde peut vous poursuivre partout. On devrait avoir une coupure locale câblée qu'on ne peut pas mettre à jour via Internet. Tout ce qui peut être mis à jour en ligne peut évidemment être contourné. Mais un interrupteur local où on dit un mot-clé pour mettre le robot en état sûr. Une fonction de sécurité locale, un bouton d'arrêt, sans s'approcher trop du robot. Je ne sais pas. On a des millions de ces trucs qui se baladent partout. Vous n'êtes pas très convaincant. Bah, tu sais, comme on dit. Non, je comprends. Je dis qu'on devrait s'en inquiéter. Si le robot te suit partout et s'il devient hostile après une mise à jour, on se retrouve dans un film de James Cameron. Marrant que tu dises ça. Dans notre séance aujourd'hui, ils ont dit pareil. Exactement, Dennis. On parle de films sans le nommer, de films de James Cameron, en fait. Ils disent, puisque ce n'est pas que ces films-là, mais tous ces films avec train, métro, bus, ont la même intrigue au fond et finissent tous par quelqu'un qui l'éteint, non? Ou qui trouve un moyen de l'arrêter. Il soulignait, comme toi, l'importance des vrais boutons d'arrêt physique.
Donc la technologie est géniale, mais ce film se répète 50 fois, on l'a tous vu, et ça finit toujours pareil. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça se termine toujours de la même façon. Quelqu'un trouve un moyen de faire le truc. C'est intéressant que vous ayez dit quelque chose de similaire, non? Ce n'est pas la réponse évidente. Ça pourrait être un des tests pour l'IA. On devrait dire, est votre film préféré de James Cameron? Complétez le blanc. Excellent. Voilà. Oui, on y est arrivé. Ouais, parfait. Salut. Une question pour vous deux. Je suis fondateur d'une start-up IA/ML à Leeds, le 3e pôle IA d'Angleterre. Je suis un peu partial. 3 mois après le lancement de ChatGPT, on a vu une hausse des attaques de phishing avec des textes bien plus élaborés. Comment garder les modèles linguistiques qu'on a? Donc, je me demande si vous pourriez en parler un peu. Je suis fondateur d'une start-up IA/ML à Leeds, 3e pôle d'IA en Angleterre. Je suis un peu partial. 3 mois après le lancement de ChatGPT, on a vu une hausse des attaques de phishing avec des langages plus sophistiqués. Comment protéger entreprises et consommateurs pour qu'ils aient confiance en cette technologie et les impliquer dans ce processus? En fait, je pense qu'on ne devrait pas trop lui faire confiance. C'est un défi majeur, car même l'IA open source peut maintenant passer les tests CAPTCHA. Vous savez, ces tests « Êtes-vous humain ?» du genre « Identifier tous les feux de circulation sur cette image ». Et bien sûr, l'IA n'aura aucun mal à le faire. En fait, elle le fera mieux et plus vite qu'un humain. Donc, comment savoir quand c'est mieux qu'un humain? Quels tests ont encore du sens? C'est un vrai problème. Je n'ai pas vraiment de bonne solution. C'est l'un des défis qu'on essaye de résoudre sur la plateforme X. Comment gérer ça? On en est au point où, même avec l'IA open source disponible, pas besoin d'être leader. On peut surpasser les humains dans ces tests. C'est pourquoi on pense facturer 1 euro par an. C'est minime, mais ça rend coûteux de créer 1 million de bots. Surtout avec 1 million de paiements, les cartes volées s'épuisent vite. On envisage donc de facturer une somme infime, 0,3 centimes par jour, contre les bots IA. C'est un problème croissant, peut-être insurmontable l'an prochain. Ensuite, il faut s'inquiéter de la manipulation, faire paraître populaire ce qui, en fait, ce n'est pas parce qu'il est boosté par tous ces likes et reposts de bots IA automatisés. C'est pourquoi je pense qu'inévitablement, ça mène à un petit paiement pour augmenter le coût d'un bot. Donc je crois que tout réseau social qui ne le fait pas sera simplement envahi par des bots. Ma réponse générale serait qu'on doit montrer qu'on maîtrise l'atténuation des risques, non? Pour que les gens puissent y faire confiance à la technologie. C'est le but du sommet sur la sécurité, montrer qu'on investit dans l'Institut avec des chercheurs pour trouver comment atténuer ces risques. Et on doit le faire vite et continuer à l'améliorer. Car nous tous ici croyons que cette technologie peut être incroyablement puissante. Mais on doit s'assurer d'emmener les gens avec nous dans ce voyage en gérant les risques. Et comme je l'ai dit, il y a du boulot à faire. Ces derniers jours, on a bien avancé, car on veut se concentrer sur le positif et gérer tout ça. Mais ça demande de l'action. Et c'est ce qu'on a fait ces derniers jours. Votre analogie fait partie de la recherche que l'équipe du groupe de travail a présentée hier. Oui, avec des infos spécifiques. Ouais, et pour l'instant, comme je disais, c'est gratuit. Ça devient du genre, vraiment, t'en auras 100 pour 1 centime. Ouais, c'est dingue. Et si on pense aux réseaux sociaux locaux, il suffit de peu de faux profils pour avoir un impact. D'un coup, ils sont partout. Et il y a un enjeu local important. L'équipe a simulé ce scénario. Soudain, ils interagissent avec tous
tous et propagent des infox. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on a publié sur la désinformation. C'est un vrai défi. Tout à fait, comme vous dites. Pour les images, pas besoin de voler une photo, c'est traçable. On peut créer une image réaliste d'une personne qui n'existe pas et inventer une bio crédible, mais fictive, et le faire en masse. Le seul indice, c'est que la grammaire est trop parfaite. Révélateur. Ouais. Faute de frappe. Allez. On me fait signe. Je crois qu'on n'a plus de temps. Une dernière question rapide. Faisons-en une bonne. Oui, monsieur. Allez-y. Vous, juste devant. Elon, une question pour vous concernant la plateforme X. Y a-t-il des solutions simples, surtout pour les médias visuels? Vous avez évoqué qu'il est facile et gratuit de faire dire ou faire n'importe quoi à quelqu'un comme vous. Peut-on signer cryptographiquement les médias? Je viens d'Adobe. On travaille sur ce projet. Twitter en faisait partie. J'aimerais que X revienne. Signer les médias pour montrer ce qui vient de l'IA ou d'une caméra, pour instaurer la confiance dans les médias viraux. C'est une bonne idée, en fait. Donc, un moyen d'authentification serait bien. Oui, c'est une bonne idée qu'on devrait probablement mettre en place. Ouais. Voilà. Et sur ce point, j'ai déjà... C'est pertinent pour les gens comme moi, non? J'ai déjà vécu une situation avec une image truquée qui circule partout, négative. Le temps que tous réalisent que c'est faux et qu'il faut arrêter de partager, le mal est déjà fait. Et en fait, on y réfléchissait encore aujourd'hui. Si on pense à l'an prochain, il y a des élections aux États-Unis, en Inde, en Indonésie et probablement ici. Voilà, des événements majeurs. En fait, une énorme partie de la population mondiale va voter l'année prochaine, non? Et il y a aussi les élections européennes. Et ces problèmes sont vraiment juste devant nous. L'an prochain, ces grandes élections seront les premières où ce sera un vrai problème. Ouais. Donc, trouver comment gérer ça est crucial pour ceux qui veulent préserver l'intégrité de notre démocratie. Ouais, certains cas sont amusants, comme le pape en doudoune. Vous avez vu ça? Non, c'est incroyable. Mais je croise encore des gens qui pensent que c'est vrai. Je me dis, quelles sont les chances qu'il porte une doudoune en juillet à Rome? Il serait en âge, non? Mais en fait, ça lui allait plutôt bien, je dirais. Je pense que la mode IA va vraiment devenir une réalité. On vit vraiment à une époque fascinante. Je dirais que c'est 80% positif et 20% négatif. Si on est vigilant sur les aspects négatifs, on aura l'avenir qu'on souhaite. Ça sera un égalisateur. Tous auront accès aux biens, services et à l'éducation. Je pense que ça mènera à plus de bonheur pour l'humanité. Je terminerai donc sur une note optimiste. Parfait, oui. C'est une excellente façon de conclure. On veut tous cet avenir meilleur. Je pense qu'il est à portée de main. La promesse est certainement là. Beaucoup ici, vous inclus, travaillent dur pour y arriver. Notre rôle est d'assurer que ça se fasse en sécurité. Après ces échanges, je suis plus confiant qu'on y arrivera. C'était un immense privilège de vous avoir ici. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est ce qui complète la vidéo traduite en français pour vous aujourd'hui. Du moins, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce en l'air et d'appuyer sa petite cloche, puis toutes ces affaires-là. Je voudrais remercier également mes membres Patreon, mes membres YouTube. Vous pouvez devenir membre pour avoir du contenu exclusif à partir de 2 $ par mois. Et également, tant qu'à être là, ben, la vidéo qui est là, ben, ça pourrait vous intéresser, ça. Clique là-dessus. Là. Hey, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, la gang.